Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de deck building. Et puis j'ai décidé de faire une vidéo qui était un petit peu différente de ce que je fais quand je parle d'un jeu. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo comparo et donc je vais comparer. Alors comparer, l'exercice il est toujours un petit peu bateau hein, quand il s'agit de comparer des jeux qui procurent des sensations différentes. Mais je vais essayer de mettre un petit peu en concurrence. Pas forcément sur des aspects positifs ou négatifs, mais sur des éléments de, peut-être sur des mécaniques de jeu. Je vais essayer de mettre en concurrence ces trois jeux-là, qui sont trois jeux de deck building dans la lignée d'un Dominion, c'est-à-dire que c'est des jeux où votre deck, vous le préparez en jeu. Votre deck, vous le préparez pas à l'avance comme dans un jeu comme Magic ou bien comme dans Horror Arkham le JC. Je ne vais pas revenir sur les principes du jeu, du type du jeu deck building. Très basiquement, allez vous renseigner, allez voir un petit peu à ce que ressemble un Dominion ou d'autres jeux très connus, très populaires qui existent depuis longtemps. Ou même ceux-là, hein, pour avoir une explication plus détaillée sur le principe du deck building. Mais bon, si vous connaissez vraiment pas du tout, juste en deux phrases, en gros, un deck c'est un paquet de cartes. Donc moi j'ai fait référence à ce mot-là, le deck. Et puis chaque joueur a un paquet de cartes. Normalement, un- il y a la main de, enfin, la main de départ et puis votre paquet de cartes de départ qui est assez faible, qui est déterminé donc par les règles de mise en place de chacun des jeux. Et l'objectif, c'est d'enrichir en fait votre paquet de cartes, donc d'acheter des cartes et puis donc de monter en puissance. Et puis d'avoir donc de construire un deck qui va vous permettre de gagner la partie. Alors maintenant, les objectifs, ils changent justement en fonction du jeu auquel vous avez affaire. Donc moi je vais peut-être dans un premier temps juste vous parler très très sommairement de chacun des jeux séparément, vous montrer un petit peu le contenu mais vraiment très très rapidement. Et puis ces jeux-là, c'est des jeux qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps, enfin en tout cas cette année, pour les versions françaises en tout cas. C'est-à-dire que là, la version française d'Hero Realms, elle a dû sortir, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai acheté vers le début de l'été. Je me rappelle plus très très bien. Donc début ou été 2018, quelque chose comme ça. Saint Seiya, le jeu de deck building, lui, il est sorti. Alors, on pouvait déjà avoir quelques exemplaires pendant l'été, mais moi, je l'ai acheté, je, je crois, début d'automne ou fin de l'été, un truc comme ça. Et puis, Ionsen, il est sorti un petit peu plus tard. Je crois que ça fait quelques semaines que je l'ai celui-là. J'ai pas les dates précises, mais voilà, c'est des jeux qui sont sortis dans cette année. Pour la version française d'Heroims et pour la version française d'Ion's End, c'est-à-dire qu'ils existaient déjà en version anglaise depuis un petit moment. Puis celui-là, il est sorti tout court cette année. Donc, c'est parce que c'est parce que c'est des jeux qui sont sortis récemment que je décide de vous en parler. Puis moi, je fais cette vidéo parce que peut-être que ces jeux ils se sont assez bien vendus hein, quand même. Surtout celui-là. Celui-là, j'ai l'impression aussi. Puis même Heroims, ça fait un moment qu'on en parle. Donc vous en avez peut-être entendu parler, peut-être que le jeu de deck building c'est pas forcément votre style de jeu, ou peut-être que vous en avez un puis que vous vous demandez si un autre fait doublon. Voilà. Dans ce sens-là, je me dis que cette vidéo elle peut être utile aussi de faire un petit comparatif. Alors je vais commencer par Hero Realms, je vais juste vous montrer un petit peu le contenu. Donc il n'y a que des cartes dans cette petite boîte d'Hero Realms. Ici elles sont slivées parce que moi j'ai acheté cette box qui permet de ranger des cartes, qui contient des diviseurs et puis qui contient d'autres choses. Je vous en parle peut-être après, et notamment des sleeves. Alors dans la mise en place, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il y a une zone qu'on appelle la rivière ou le marché. Euh, c'est les cartes que vous allez pouvoir acheter. Et puis après, il y a des cartes qu'on a toujours à disposition. C'est des rubis de feu, des gemmes de feu. Je ne me rappelais plus très bien. Il y a des gemmes de feu donc qu'on pose à côté de la rivière.
Et puis après, bon là je vais pas sortir toutes les cartes, mais on va dire que en gros, il y a la pile de cartes que vous allez pouvoir acheter. Puis donc vous avez un certain nombre de cartes, vous avez votre pioche, et puis vous allez tirer un certain nombre de cartes. Et puis avec ces cartes-là qui sont de trois types, donc il y a des objets, mais il y a surtout des actions et des champions. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les jouer soit pour acheter de nouvelles cartes dans la rivière quand c'est votre tour. Donc par exemple là, celle-là, là, elle vous fournit de l'or, celle-là, là, elle vous en fournit pas, d'accord. Et puis les cartes ici, elles ont des coûts. 3 pièces d'or pour chacune d'elles. Donc si vous achetez des cartes, ben, vous les prenez, vous les mettez dans votre défausse. Les cartes que vous avez jouées, vous les mettez dans votre défausse aussi. Et puis la rivière, ben, faut la recompléter chaque fois que vous avez acheté des cartes. D'ailleurs, vous le faites au fur et à mesure dans ce jeu-là. Quand vous achetez une carte, vous complétez directement la rivière et puis vous pouvez voir si jamais la carte qui est arrivée, elle vous intéresse. Et puis avec les cartes que vous avez en main, donc vous pouvez acheter des cartes qui sont sur la rivière ou sur le marché, on va dire. Mais vous pouvez également attaquer votre adversaire. Et donc l'objectif de ce jeu-là, c'est lequel? Ben, vous avez un certain nombre de points de vie. Votre adversaire en a certains, en a un certain nombre aussi. Enfin, normalement, c'est le même. Hein. Enfin, c'est le même nombre de points de vie. Et puis, le premier qui arrive à réduire les points de vie de son adversaire à 0, ben, il a gagné. Voilà. Les cartes que vous jouez, je vous ai dit qu'elles allaient directement dans la défausse, sauf les champions. Alors ça, c'est une particularité de ce jeu-là qu'on ne retrouve pas dans les deux autres. Les champions, c'est des cartes que vous gardez devant vous, dans votre zone de jeu. Que l'adversaire va devoir attaquer pour s'en débarrasser, ou bien pour pouvoir vous attaquer. Certains champions ont des capacités de gardien, voilà. Donc une des capacités, une des caractéristiques de ce jeu-là, qui est différente des deux autres jeux, elle est directement dans la façon de jouer, c'est-à-dire que, et dans la façon d'acheter des objets, c'est-à-dire que quand vous achetez des cartes, elles vont dans la défausse, et puis la défausse, quand vous en avez plus, vous la remélangez. Et puis il y a des cartes qui restent en jeu. Les cartes qui restent en jeu, ça c'est quelque chose de différent par rapport aux deux autres jeux. Il y a également des couleurs parmi les cartes, il y a des familles. Donc là, on peut voir que le bord il est rouge ici. Là, le bord il est vert. Puis il y a des symboles différents en fait. Hein. Alors je ne me rappelle pas des symboles, mais là il y a une patte pour la nature, on va dire. Ici, il y a un crâne avec des cornes. Je ne me rappelle plus les noms. Ici, il y a une... C'est doré en fait, la couleur elle est jaune, dorée. Donc il y a bleu aussi. Il y a différentes familles de cartes. Hein, et ces familles-là, elles ont des orientations un peu particulières. C'est-à-dire que par exemple avec le vert, il y a souvent des effets qui sont des effets de défausse, par exemple. Vous pouvez faire défausser des cartes à votre adversaire. Avec cette couleur-là qui est jaune, il y a des effets souvent de soin. Donc il y a des orientations. Ça c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver dans ces deux jeux-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que avec ce jeu-là, il y a une notion qu'on retrouve donc qui est un truc qu'on voit avec, enfin qui est directement, comment dire, qui découle directement de ces orientations-là et des effets des cartes, qu'on ne retrouve pas dans les deux autres jeux, qui est la notion de combo. Combo, c'est-à-dire que quand vous allez devoir acheter des cartes, vous allez devoir acheter des cartes, vous allez devoir vous spécialiser un petit peu. Vous n'allez pas juste vous dire, tiens, celle-là elle est meilleure, donc je la prends, c'est tout. Il va falloir un petit peu orienter, donner un thème à son deck. Est-ce que moi je suis plutôt défausse, soin et puis un petit peu d'attaque, ou bien est-ce que je suis plutôt ça, ça, ou est-ce que je me spécialise encore plus? Et puis il y a des cartes qui se combattent entre elles, donc là il y a un effet de combo. Combo, c'est-à-dire que quand vous jouez deux cartes, la somme des deux va donner un effet supplémentaire, va booster vos effets. L'effet de combo, c'est un truc qui est souvent recherché dans les jeux de deck building.
qui sont pas des jeux de deck building comme cela, plutôt des jeux de deck building où on construit son paquet de cartes avant, comme Magic, pour citer le plus célèbre. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal, et donc le fait que dans ce jeu-là, on puisse faire des combos, le fait que dans ce jeu-là, on puisse construire en fait et thématiser son deck, et on arrive assez bien à sentir comment est-ce qu'on peut thématiser son deck, ça, je vais en reparler, c'est un aspect qui le caractérise, qui caractérise bien ce jeu par rapport aux autres, et pour moi, c'est un gros point positif. Alors, je vais vous dire à la fin si je trouve les jeux bien, pas bien, je vous donnerai un feedback à la fin. Pour l'instant, je fais juste une petite overview très rapide des différents jeux. Donc j'imagine bien que si vous voulez avoir plus d'informations, il faudra aller voir une revue peut-être plus détaillée, mais au moins là, ça peut peut-être vous orienter déjà. Ensuite, le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est Saint Seiya. Alors Saint Seiya qui est basé sur la licence, je pense, très connue, en tout cas très connue des trentenaires et quarantenaires, des Chevaliers du Zodiaque. Alors ça, je sais pas si je l'ai spécifié, mais donc ça, pour le coup, au tout début de la vidéo, je parlais de type de jeu, de genre de jeu. Donc ça, c'est un jeu qui est compétitif. C'est même un jeu de confrontation, je dirais, en fait. C'est un jeu qui est compétitif, qui joue de 2 à 4. Mais la configuration idéale pour jouer à ce jeu-là, pour moi, elle est de 2. Ça, c'est également un jeu qui est compétitif, sauf que dans ce jeu-là, vous n'allez pas affronter directement votre adversaire. Le but, c'est de marquer des points. Alors, dans ce jeu-là, on a déjà un tapis qui est offert avec le jeu. Et puis, il y a un gros paquet de cartes. Donc, comme avant, quand j'ai mis le gros paquet de cartes à côté de la rivière, c'est les cartes que vous allez pouvoir acheter. Ben, ici, les cartes du jeu, elles sont mises à disposition. Ici, il y a également un marché ou une rivière sur lequel on va disposer des cartes. Voilà. Et puis voilà. La défausse ici, elle se trouve de ce côté-là. Alors là, c'est le tapis qui veut ça. Mais... Pour l'instant, dans la mise en place, on peut voir que ça ressemble très fortement au jeu que je vous ai montré avant. Il y a une rivière avec un certain nombre de cartes. Le nombre, il est assez proche. Il y a les cartes ici qui vont alimenter donc le marché, la rivière, et puis il y a une défausse à côté. Alors la différence, c'est que ici, vous allez choisir au tout début votre main de départ, elle va être directement conditionnée par le chevalier de bronze. Alors je ne reviens pas sur toute la mythologie des chevaliers du Zodiaque, mais en gros c'est les chevaliers de bronze qui se battent aux côtés d'Athéna contre les forces du mal, on va dire ça comme ça. Et donc au tout début vous allez choisir quel chevalier de bronze vous incarnez. Donc il y a les 5 chevaliers de bronze qui sont bien connus, que vous connaissez bien: Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et puis Ikki. Et puis quand vous achetez des cartes, la différence par rapport au jeu que je vous ai montré avant, c'est que ici, on décale en fait la rivière de ce côté-là, enfin dans ce sens-là, et puis la carte qui se trouve sur la dernière position, elle coûte moins cher. Donc supposons que j'achète ça et puis ça, et ben on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis on va réalimenter la rivière comme ça. Puis la défausse, elle viendra là. Voilà. Et puis donc, chaque carte a également des petits effets qui sont décrits. Chaque carte a un coût. Donc il y a 2 façons d'acheter une carte. Avec une valeur en rouge ici, puis une valeur en bleu. Pardon, là je vous montre pas bien. Donc avec une valeur en rouge et une valeur en bleu. Et puis dans les coins des cartes, il y a un certain nombre. Ça, c'est le nombre de points de victoire. Alors le thème de la boîte de base, c'est les chevaliers d'or. Ici, je ne vais pas faire tout le montage, mais quoique si. Là, je peux juste mettre les socles parce qu'ils sont à côté. Là, il y a la fameuse horloge du sanctuaire sur laquelle on va passer différents petits aimants qui sont les flammes. Alors là, je ne les mets pas tous. Là, j'en ai mis 2. C'est aimanté. Et puis, au fur et à mesure, il y a un décompte qui va se faire. Donc, on va enlever des flammes. Puis, quand on les a toutes enlevées, en gros, on compte les points. Puis, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà. Donc, vous achetez des cartes dans ce jeu-là.
Vous jouez des cartes pour soit acheter de nouvelles cartes, vous essayez d'acheter des cartes forcément qui ont une vraie valeur en points de victoire pour scorer un maximum, mais les cartes elles ont également des effets pour pouvoir embêter un peu votre adversaire. Basiquement, comment est-ce que vous pouvez interagir avec votre adversaire? Bah, en lui faisant mettre des cartes au-dessus de sa défausse. Ici, il y a chaque joueur en fait a des cartes qu'il a en main, des cartes qu'il a dans sa défausse, et puis il peut détruire également des cartes. Donc il y a un paquet, il y a une zone de cartes qu'on appelle les cartes détruites, sur laquelle on pose en fait un jeton comme ça. Donc vous pouvez par exemple prendre des cartes détruites, les remettre au-dessus de sa défausse, ce genre de choses, ou bien vous pouvez lui voler des cartes. Voilà, il y a différents petits effets comme ça qui permettent d'interagir avec vos adversaires. Alors là, je vous en ai pas trop dit sur ce jeu-là, mais des trois jeux que j'ai à vous montrer, celui-là, c'est le plus simple, je trouve. Enfin, le plus simple à jouer, il n'est pas forcément plus simple que Hero Realms. Mais au niveau des règles, au niveau de l'appréhension, au niveau de l'explication, c'est vraiment le plus simple. Les effets ils peuvent vraiment s'expliquer pendant qu'on commence à jouer. Vous distribuez les cartes à chacun de sa main de départ. Vous lui expliquez qu'il doit juste en fait marquer des points de victoire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors le jeu permet un certain nombre de subtilités quand même, hein, mais voilà. Basiquement le jeu c'est ça en fait. Ensuite le dernier. Et le dernier c'est Ion's End. Alors ça, alors celui-là j'ai pas dit jusqu'à combien il se jouait, donc il se joue de 2 à 5, comme Hero Realms, étant donné que c'est un jeu qui est compétitif. Il n'y a pas de mode solo, hein, ils sont purement compétitifs ceux-là. Alors contrairement à Ion's End qui lui est un jeu coopératif, et qui peut jouer donc de 1 à 4. Alors, ici la mise en place elle est un petit peu plus longue, mais ça va encore, c'est non plus pas trop long. Dans celui-là j'ai fait un petit peu de place. Alors pour vous montrer la mise en place, je vais directement vous montrer un tapis qui n'est pas fourni avec le jeu, que j'ai acheté, qui facilite un petit peu la mise en place, que j'ai acheté en import pour le coup. Voilà. Alors quand vous commencez à jouer à ce jeu-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez choisir un héros. Un héros, il y en a plusieurs. Donc chaque joueur choisit un héros. Si vous jouez seul, vous pouvez jouer avec 2, 3 ou 4. Si vous êtes seul, je vous conseille plutôt de jouer à 2 héros. Mais il y a également la possibilité de jouer juste avec un seul héros si jamais vous voulez jouer en solo. Alors qu'est-ce qui différencie un héros d'un autre? Il y a sa main de départ, la pioche, donc il y a à chaque fois une configuration qui est différente. Et puis, chaque héros peut déclencher un effet particulier quand il a chargé cet effet-là. Ensuite, ici, on va mettre des cartes qu'on appelle des portails, des brèches, qui vont servir à placer des sorts. Au-dessus de la carte héros, on va placer ça. Et puis les orientations, elles peuvent changer en fait. Par exemple, vous pouvez voir qu'ici, il y a 2 brèches qui sont ouvertes, là. Là, il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est un petit peu une configuration qui change un petit peu d'un héros à un autre. Donc voilà quelles sont les différences entre chaque héros. Et puis, vous allez également choisir un ennemi à combattre. Donc voilà, par exemple, un exemple d'ennemi à combattre, qui s'appelle Rage Incarnée. Il a 70 points de vie. Donc vous placez le marqueur à 70 ici. Vous placez le marqueur de points de vie de la ville. Je vais le mettre à 30. Ici. Et puis, vous allez constituer le marché. Alors ici, le marché, il est fixe. Avant, il y avait une grosse zone de pioche dans les 2 jeux que je vous ai montrés avant. C'est une différence de ce jeu-là par rapport aux autres.
c'est que ici vous allez constituer le marché avec un certain nombre de cartes. Donc ces cartes, ça peut être quoi? Ça peut être des gemmes. Donc je vais mettre par exemple des gemmes ici. Je vais mettre encore des gemmes ici. Je vais mettre encore des gemmes ici. Voilà, je fais une petite mise en place très rapide. Ça peut être des reliques. Donc je vais mettre des reliques ici. Des reliques ici. Et puis ça peut être des sorts. Alors des sorts, j'en mets là. J'en mets là. J'en mets là. Et j'en mets là. Voilà, donc il y a 9 paquets de cartes parmi lesquels vous allez pouvoir acheter des cartes. Le coût des cartes, il est indiqué en haut, comme à chaque fois. Ça, c'est une constante, pardon. Je suis un petit peu décalé par rapport à la caméra aujourd'hui, je m'excuse. Donc, le nombre de gemmes, de reliques et de sorts, il est fixe sur le marché. Par contre, il y a beaucoup plus de sorts que les 4 différents que j'ai mis là. Il y en a plein. Ça veut dire qu'à chaque tour, à chaque partie, vous allez configurer votre marché d'une façon différente. Alors vous pouvez le faire de façon aléatoire, il y a des cartes qui permettent de configurer de façon aléatoire le marché, ou bien c'est vous qui pouvez choisir de dire, bah tiens, cette partie-là, parmi toutes les gemmes qu'on me propose dans le jeu, donc là je vous montre, il y a encore toutes celles-là, et ben j'ai décidé de mettre ça, ça et ça, ou je peux en prendre d'autres, c'est à vous de voir. Pareil pour les reliques. Donc ça c'est un aspect qui est pas mal, qui offre une certaine variété dans le jeu. Le fait de se dire, ah bah tiens, la configuration pour cette partie-là, dans ce qu'on peut acheter comme carte, elle est comme ça, et à chaque partie c'est différent. Et puis le boss permet également pas mal de rejouabilité, dans le sens où déjà, il y a plusieurs boss qui sont jouables. Donc dans la boîte de base, il y en a 4. Je vais pas les montrer en détail, je vais pas aller trop dans le détail. Et puis, vous allez devoir construire le deck du boss. Et puis le deck du boss, il se construit en gros avec des cartes génériques. Je vais mettre tout ça comme ça ici, parce que je ne vais pas faire une vraie mise en place. Et puis des cartes qui sont spécifiques au boss. Donc vous allez mettre des cartes génériques et des cartes qui sont spécifiques au boss, que vous allez placer ici. Ici c'est la défausse, d'accord. Puis quand les cartes sont jouées, elles viennent ici, d'accord. Puis il y a certaines cartes qui ont des effets immédiats, voilà, un pouvoir, enfin une attaque. Puis il y a des cartes qui peuvent rester en jeu, comme celle-là par exemple, elle peut rester en jeu. Et puis ça c'est la plus vieille, et ça c'est la plus récente, voilà. Donc on les place on les fait venir comme ça. Et puis le boss que vous combattez, il peut également avoir des cartes qui lui sont dédiées. Donc il y a d'une part des cartes qui sont spécifiques au boss, qui viennent s'intégrer en fait au ce qu'on appelle le paquet de cartes Némésis. Némésis, c'est comme ça qu'on appelle les ennemis dans ce jeu-là. Puis il y a également des cartes qui peuvent parfois être spécifiques, qui sont déclenchées par certains effets, quand vous allez piocher des cartes ici par exemple. Donc dans ce jeu-là, une des caractéristiques de ce jeu-là qui le diffère des jeux précédents, c'est non seulement le marché, le fait que ce soit coopératif, bien sûr. Alors, tout ça c'est complètement différent, mais c'est un type de jeu différent. Mais si on se penche juste sur une mécanique purement deck building, il y a des éléments qui sont assez essentiels et très très différents des autres jeux de deck building. D'abord, dans tous les jeux de deck building, enfin en tout cas dans les deux que je vous ai montrés, puis dans la plupart des autres jeux, la défausse que vous avez, quand vous avez plus de cartes à piocher dans votre paquet de cartes, la défausse vous la remélangez. Ici non, elle garde l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel vous défaussez des cartes, il a un vrai sens, il y a une vraie stratégie à adopter à ce niveau-là. Ensuite, on ne joue pas chacun son tour ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un paquet en fait que j'ai pas mis là, de cartes avec des cartes qui sont dédiées au Némésis, des cartes qui sont dédiées aux joueurs, et puis quand on les pioche, ça dit qui joue. Puis quand on a terminé, on remélange, voilà. Donc vous pouvez jouer potentiellement au maximum jusqu'à 2 fois de suite, pareil pour vos amis, et puis pareil pour le boss. Donc voilà, ça c'est des aspects qui sont assez déterminants dans ce jeu-là,
qui dans la façon d'appréhender le jeu, dans la stratégie, change vraiment beaucoup des deux autres jeux. Donc dans ce jeu-là, un tour de jeu, comment ça se passe en gros? On regarde qui doit jouer. Si c'est à vous de jouer, eh ben, vous allez pouvoir déclencher en gros des sorts que vous avez préparés. Donc on les pose là-dessus sur des cartes que je ne vous ai pas montrées, mais qui sont des cartes comme ça. Je ne veux pas aller trop dans le détail, hein. C'est volontaire. Parce que le but c'est vraiment un peu de donner une vision très générique du jeu. Et puis après de faire une comparaison, puis c'est peut-être là-dessus où vous allez avoir une information peut-être utile pour aller vous informer dans le détail. Donc le tour du jeu, c'est on pioche une carte. Si jamais c'est le Némésis, ben, on va tirer une carte depuis... enfin, on va déclencher les effets sur les cartes qui sont potentiellement en attente, enfin en jeu je veux dire. Donc, non, je vais pas aller dans le détail, j'avais parlé des points de puissance, mais je ne vais pas dans le détail. Donc, on s'occupe des cartes qui sont en jeu, on pioche une carte, on regarde les effets de cette carte-là. En gros, le boss, il va faire descendre vos points de vie à vous, parce que vous avez également des points de vie, ça je ne vous l'ai pas dit, mais chaque joueur commence avec 10 points de vie. Et puis il va faire descendre vos points de vie, puis il va faire également descendre les points de vie de la... En gros, vous défendez une ville qui s'appelle Gravehold. S'il amène les points de vie de la ville à 0, il a gagné. Et puis si vous amenez les points de vie du boss à 0, c'est vous qui gagnez. Puis quand c'est à vous de jouer, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez jouer des cartes, comme celle-là par exemple, qui vous permettent de gagner de l'éther. L'éther, c'est la monnaie pour acheter des nouvelles cartes. Ou alors vous pouvez déclencher, poser des gemmes, enfin des reliques qui vont avoir des effets. Comme... Vous allez peut-être pouvoir vous soigner ou des choses comme ça. Ou alors vous allez pouvoir préparer des sorts. Puis préparer des sorts qui seront lancés au prochain tour. Parce qu'en fait, le tour d'un joueur, c'est d'abord on lance des sorts, ensuite on fait tout ce qui est achat, etc. Et puis après on passe au jour suivant. Enfin, au joueur au Némésis. Donc voilà, donc potentiellement vous allez pouvoir préparer des sorts qui seront déclenchés à votre prochain tour. Et puis les sorts, ils ont différents effets, mais globalement c'est comme ça que vous allez faire des dégâts, soit au boss, soit potentiellement ici il y a des cartes, il y a également des, comme ici voilà, il y a également des monstres qui ont des effets qu'il vous faudra taper. Ce sera un choix de stratégique chaque fois à faire. Est-ce que vous tapez les monstres ou est-ce que vous tapez le boss? Dans ce jeu-là, il y a pas mal de prises de décision. C'est-à-dire que parfois, vous allez pouvoir donner l'avantage à vos amis. Ça, c'est très intéressant. Parfois, vous allez vous dire, bah tiens, je me concentre plutôt sur les effets qui sont en cours ici, ou sur les cartes qui sont en cours ici en jeu. Ça peut être des monstres. Parfois, vous allez décider de taper directement le boss. Vous allez devoir gérer un certain nombre de priorités. C'est ça qui est assez intéressant et assez stimulant dans ce jeu-là. Puis plus on avance dans la partie, parce qu'en fait, le deck ici du boss, la façon dont on le construit, en fait, il y a la notion de palier. C'est-à-dire que la difficulté, elle est progressive, en fait. Au tout début, les cartes, elles sont plus simples et vers la fin, ça devient dur. Donc on sent un petit peu le stress qui augmente au fur et à mesure du jeu. Voilà, basiquement pour ce jeu-là. Alors là, maintenant, je vais tout renlever comme un sauvage. Et je vais devoir tout ranger après comme un sauvage, ou pas. Pour vous donner un peu mon feedback sur ces jeux. Et puis peut-être vous orienter vers un achat possible. Alors, je refais de la place, histoire de remettre les boîtes en jeu. Plus facile, comme ça, de faire référence à un jeu ou à un autre. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Pas forcément, je vais les remettre comme ça. Donc, ces jeux-là, on retrouve vraiment des sensations de deck building qu'on connaît. Si vous aimez le genre, il y a de fortes chances qu'un des trois vous plaise, à minima. Et si vous n'êtes pas familier du genre, je pense qu'il y en a quand même qui peuvent vous plaire parce qu'ils sont très accessibles. Moi, celui-là, quand je l'ai acheté, ce que je trouvais bien, c'était d'avoir un petit jeu qui prenait pas beaucoup de place et qu'on pouvait jouer en fait en duel très facilement.
Des jeux en duel qu'on peut jouer très facilement avec une mise en place assez simple, il n'y en a pas des masses. Et ça a été une super surprise, hein, c'est-à-dire que le jeu, je l'ai vraiment trouvé excellent, bien mieux que ce que j'attendais. La règle, elle est pas terrible, je trouve. Je l'ai dans la boîte. C'est une sorte de livret dépliant, comme ça. C'est écrit très petit et je trouve que c'est pas très clair en fait. J'ai pas trouvé ça très clair. Il y a des points, alors que pourtant, quand on sait comment y jouer, c'est assez simple, hein. Mais il y a un ou deux points de règle où j'ai dû me renseigner un petit peu sur net. Donc j'ai pas trouvé la règle très claire. Par contre, une fois qu'on joue, là, c'est super fluide. Il n'y a pas de temps mort. Dès la première partie, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est que après avoir commencé à acheter 2-3 cartes, après 2-3 tours, on arrive à comprendre le jeu et on arrive à s'amuser parce que comprendre comment on joue un jeu c'est bien, comprendre les règles c'est bien, les comprendre vite c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut arriver à comprendre aussi un petit peu quelle stratégie on peut déployer pour essayer de gagner. C'est comme ça qu'on s'amuse. Si on comprend les règles mais on ne sait pas pourquoi on les joue, et là je vais y revenir sur ce point-là quand j'ai parlé de celui-là, c'est un peu plus dommage. Normalement, à terme, on arrive à comprendre les mécaniques, enfin, on arrive à comprendre la stratégie qu'il faut développer dans un jeu et prendre du plaisir. Ou alors on arrête de jouer à ce jeu-là avant. Ce qui est bien, c'est que celui-là, ça se passe, ça se déclenche très vite. Dès la première partie, dès les premiers tours, instinctivement, on comprend tout de suite comment est-ce qu'on doit jouer. Et puis, vraiment très fluide, beaucoup d'actions, il n'y a pas de temps mort. La durée d'une partie, elle n'est pas trop longue à deux. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'il y a déjà des extensions qui sont sorties en français. Donc il y a, je crois, 5 extensions. Moi, je les ai achetées, hein. Et puis chaque extension contient en fait une classe particulière. Ça permet quoi? Ça permet en fait de varier encore un petit peu le jeu, surtout dans la mise en place, dans la configuration. C'est-à-dire que vous allez jouer une classe, donc vous allez déjà commencer avec des objets qui sont particuliers à cette classe-là, et puis pareil pour votre adversaire. Un petit peu comme dans celui-là, où chacun jouait avec un chevalier de bronze différent. Il y a un petit peu cet aspect-là dans ces extensions qui sont déjà sorties et que j'ai achetées. Donc celui-là, il n'est pas très cher, il prend pas beaucoup de place. Je trouve que la couverture elle est bof, moyenne. Par contre, les cartes dedans, elles sont vraiment très chouettes. Je les ai pas beaucoup montrées, mais elles sont vraiment très sympas comme elles sont illustrées. Et il y a vraiment pas de point négatif, j'ai envie de dire, à ce jeu-là. Il y a la version SF qui est sortie avant, Star Realms, qui est peut-être un peu moins mature sur quelques points de règle. Après, c'est peut-être l'univers qui vous fera peut-être pencher vers un jeu ou l'autre. Moi, je préférais cet univers-là. Enfin, je préfère pas forcément les règles fantasy à la SF, mais là, pour cette gamme de jeux, là, Hero Realms ou Star Realms, je préfère Hero Realms. Ça me bottait plus, quoi. Donc, moi, celui-là, vraiment, c'est un jeu que je recommande. En compétitif, en 1 contre 1, il est vraiment excellent. Ensuite, Saint Seiya. Celui-là, alors je vous avoue que je l'ai acheté à cause du thème en fait. Moi j'aime bien benchmarker un petit peu tout ce que j'achète, les jeux, etc. Et pour celui-là, je m'étais renseigné un petit peu sur comment est-ce qu'il se jouait et j'avais de grosses appréhensions. Je m'étais dit mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un jeu qui va me correspondre. Et puis quand j'en discutais cet été avec des potes, je me rappelle, il y en a un qui disait, mais enfin, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, on s'en fout. Moi, je vais pouvoir balancer des metteurs de Pégase, c'est trop cool. Et c'est vrai que dans l'enthousiasme, on se disait, ouais, effectivement, on va quand même bien se marrer, quoi. Donc moi, c'est vraiment le côté Madeleine de Proust qui m'a fait acheter ce jeu-là. Et puis, même si j'avais pas forcément, si j'étais pas enthousiaste par le jeu, parfois on peut avoir des bonnes surprises qui vous font réévaluer le jeu à la hausse. Alors là pour le coup, la seule chose que je trouve vraiment mieux dans ce jeu là par rapport aux autres, c'est le matériel.
La boîte, elle est super. La partie rangement, elle est également très très bien pensée. Il y a de la place si vous voulez sliver. Il y a de la place pour des extensions potentielles. Pour l'instant, il n'en existe pas. Les cartes, elles sont géniales. Purement dans le thème. Et c'est des cartes foil. Elles sont, vous voyez le côté brillant là. Le matos, en plus, pour le prix, on a un tapis. Alors que pour Iron Sen, j'ai dû l'acheter à part. Un tapis de jeu. Donc là, vraiment, le matériel, là, ouais, c'est assez basique ça, mais ça fait son petit effet là aussi, là, les flammes aimantées, quoi. Ça participe à nous mettre dans le jeu. Mais pour moi, il y a deux problèmes dans ce jeu-là. Alors le premier, alors c'est pas vraiment un problème et c'est pas vraiment une critique, on va dire, c'est très personnel là, ce que je vais dire, c'est plutôt le choix de design du jeu. C'est-à-dire que le fait d'avoir un jeu où il faut compter les points de victoire, c'est un choix de design, ok. Bon. Moi, je suis pas contre ça, hein. Je vous ai parlé avant de Dominion, et puis il y a d'autres jeux en fait, des deck building où il faut compter des points de victoire. On n'est pas dans une confrontation directe comme dans celui-là, ou dans une confrontation contre un ennemi qui me plaise aussi. Mais là, pour les Chevaliers du Zodiaque, je trouve c'est un petit peu dommage, quoi. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu une erreur de design parce que dans les Chevaliers du Zodiaque, dans le cœur du dessin animé, du manga, c'est les affrontements entre chevaliers, c'est ça qui est sympa en fait. Donc du coup, marquer des points de victoire, je trouve c'est un petit peu dommage. Et puis, quand on achète des cartes ici, le fait d'acheter des cartes, ils ont appelé ça combattre en fait. Vos cartes, en gros, vous les mettez devant la carte que vous voulez acheter. Ils appellent ça combattre, mais ça fait pas du tout illusion en fait. D'ailleurs, nous, le terme, on l'utilise jamais combattre. À force, on utilise le terme acheter. On n'a vraiment pas la sensation de combattre en fait la carte qu'on achète, quoi. Cette sensation de combat, elle m'aurait vraiment fait plaisir. J'aurais vraiment eu du plaisir de la ressentir dans ce jeu-là. Et là, du coup, le fait d'envoyer voilà, l'euphorie qui était qu'on avait en se disant tiens, on va pouvoir envoyer des metteurs de Pégase et faire des autres attaques des différents chevaliers. Bon, ça, c'est retombé en fait, hein, parce qu'on ne le ressent pas, ça. Donc, je trouve qu'il y a un mauvais choix de design. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est arbitraire. C'est un avis qui est très très personnel et on peut pas dire vraiment que c'est un défaut du jeu. C'est un regret, on va dire, de ma part. Par contre, il y a un vrai défaut dans ce jeu-là pour moi, il y en a même deux. Le premier, c'est que les cartes, elles ont des effets, mais c'est pas forcément intuitif de voir quels effets. De construire une stratégie autour des effets des cartes. Voilà, c'est pas intuitif, je trouve. On a souvent tendance à acheter tous, à vouloir chaque fois la carte la plus forte, qu'on juge la plus forte ou la plus chère. C'est-à-dire que quand c'est à votre tour, surtout dans les premiers tours, si jamais il y a une carte qui vous intéresse, très souvent c'est la même carte qui intéresse les autres joueurs. Puis quand ça va être au tour du prochain, la carte qui va intéresser le prochain joueur, ce sera la carte qui intéresse tout le monde. Du coup, on a un petit peu la sensation d'acheter chaque fois la carte la meilleure. C'est un petit peu comme si vous piochez directement la carte du paquet de cartes en fait, hein. Il y a un côté très aléatoire là du coup, quoi. Pas vraiment de stratégie dans l'achat. Je trouve, en tout cas, je trouve qu'il y en a beaucoup moins que dans celui-là où les cartes elles arrivent de la même façon en fait. Je peux pas le comparer à celui-là parce que là les cartes elles sont, comme je vous l'ai montré, les cartes dans le marché sont déjà toutes présentes. Là l'approche elle est différente. Mais là, par exemple, on choisit vraiment, on se dit, ok, là, je vais vraiment construire mon deck autour d'un thème. Et puis, s'il y a une notion de combo, puis là, on la retrouve pas, la notion de combo. À nouveau, pour le côté Chevalier du Zodiaque, je trouve c'est un petit peu dommage. Alors, il y a certaines cartes qui vont mieux sur certains decks que d'autres. D'ailleurs, on le voit parfois, c'est marqué. Mais je trouve que c'est une minorité. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de vraie stratégie, de puissante stratégie qui se dégageait. Il n'y a pas vraiment de metagame. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Metagame, c'est un petit peu des configurations optimum dans la façon de faire ces decks qui existent ici. Un petit peu, mais c'est léger. Ou alors peut-être que j'ai pas assez d'expérience sur ce jeu-là, parce que j'ai pas fait des kilos de partie. Alors on va dire que le point négatif que je vous donne là, il est à tempérer parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience sur ce jeu-là. Je l'ai acheté depuis un moment. Là, j'ai pas joué dernièrement, mais même de toute façon, je pense que ce serait quand même un point négatif parce que ça voudrait dire que
après les parties que j'ai faites, si jamais je me rends pas compte de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut un moment pour rentrer dans le jeu, enfin pour connaître bien le jeu, il faut d'abord bien connaître, vraiment très bien connaître le jeu pour commencer à construire des stratégies. Ça pour moi, dans un jeu de cette dimension-là, qui n'est pas un gros jeu, qui n'est pas un petit jeu, c'est de toute façon un défaut. De toute façon, donc il y a quand même un défaut à ce niveau-là, contrairement à celui-là où j'ai bien dit, là on sent tout de suite comment est-ce qu'il faut jouer. Du coup là on se fait tout de suite plaisir, alors que là un peu moins. Et puis l'autre défaut du jeu ici, c'est que le rythme il est super lent, mais vraiment. Je trouve que c'est lent parce qu'on marque des points, puis c'est qu'à la fin qu'on voit si on a gagné ou pas. Et puis il y a pas vraiment il y a un peu d'interaction entre les joueurs, mais il n'y en a pas. Et puis surtout pas au début où il faut vraiment se construire son deck et puis ça prend du temps. En fait, ce jeu-là, il est recommandé de 2 à 5. À 2, il est encore plus lent qu'à 3. C'est vraiment, en fait, il est tellement lent et la dynamique elle est tellement lente que ce jeu-là. Pour le coup, là, le défaut que je suis en train de vous donner, là, sur la lenteur, sur le fait qu'il manque de dynamisme, ce jeu-là, ça se ressent vraiment particulièrement à 2. À 3, c'est un petit peu tempéré, puis alors après, à 4 ou 5, j'ai pas joué. Peut-être que là, ça s'atténue, mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le genre de jeu qui se joue à très très nombreux, quoi. Enfin, si on est 4 ou 5, c'est pas ce jeu-là que je vais sortir. J'en sortirai un autre, du coup, pour moi, il n'a pas vraiment sa place dans ma ludothèque. Donc voilà, hormis le matériel, ce jeu-là, je suis pas convaincu. Je trouve qu'il est pas très très bien équilibré. Les effets des cartes sont pas très intéressants. Il y a une dynamique qui est un petit peu lente, qui nous entraîne pas dans le jeu, donc je suis plus que mitigé dans ce jeu-là, malheureusement. Et puis pour terminer avec Unsend, alors là par contre, ça c'est à nouveau une très bonne surprise. C'est un très très bon jeu, coop. Alors certes c'est du deck building, il y a des sensations de deck building comme sur les autres deck building. Mais moi je pense que vous pouvez même carrément le considérer comme jeu coop, qui peut se jouer en solo ou à plusieurs. Et d'ailleurs, un des avantages de ce jeu-là, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les jeux coop, qui peuvent se jouer solo, c'est que je trouve qu'il tourne aussi bien en solo qu'à plusieurs. Vraiment, en solo à plusieurs, il est tout aussi bien. Et parfois, il y a des jeux qui ont des dynamiques un petit peu différentes à partir du moment où vous voulez les jouer en solo. Donc vraiment que vous soyez en solo à plusieurs, celui-là, il est aussi bien il est bien dans toutes les configurations. À 1, à 2, à 3 ou à 4, il est vraiment très très bien. Les règles, elles sont très faciles à expliquer dans ce jeu-là. Il y a beaucoup plus de mise en place, c'est un défaut. Mais là, je suis allé très très vite et j'étais pas très organisé. Mais la mise en place, elle n'est pas longue en fait. Il y a plus de mise en place dans celui-là que par rapport à ceux-là. Ça, c'est peut-être un défaut, mais elle n'est pas longue. Et puis les durées d'une partie, elles sont pas très très longues dans ce jeu-là. Donc là, c'est vraiment pas un défaut. D'ailleurs, ce jeu-là, il est plus court que celui-là. C'est fou. Alors que c'est un jeu avec plus de contenu, plus de matériel, plus de règles. Mais il est plus court. Il est tout aussi facile à expliquer, je trouve. Bon, peut-être pas aussi facile que celui-là, mais il est également très facile à expliquer. Et quand on joue, là c'est très fluide. À nouveau, il y a vraiment la sensation de combattre le Némésis, le fait qu'il y ait différents Némésis. On peut tuner un petit peu la difficulté dans le jeu, le rendre plus difficile ou plus facile. Ça c'est aussi sympa. Et la difficulté de base, elle est pas mauvaise, je trouve. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Ça c'est un jeu que je recommande, même pas que en tant que deck building par rapport aux autres, mais juste en tant que jeu tout court, coop. Si vous voulez un jeu coop qui est pas trop long, parce qu'il n'y en a pas des kilos en fait, des jeux coop qui ont une certaine dimension, un certain nombre de contenus, qui ont pas mal de matériel, on peut se faire plaisir. Des jeux coop qui peuvent autant plaire à des joueurs qui aiment bien faire de longues parties que des parties plus courtes, des joueurs moins expérimentés. Celui-là justement, ce qui est bien, c'est que je pense qu'il peut convenir à plusieurs types de publics différents. Ça c'est un des gros avantages de jeu-là. Et puis au niveau des mécaniques de jeu-là, de jeu, c'est bien rodé ça.
j'ai pas vu de défaut majeur comme sur celui-là. C'est équilibré. Il y a vraiment, j'ai pas ressenti de problème comme sur celui-là. Ce que je peux rajouter, sinon, pour terminer, c'est que ça, comme c'est une adaptation d'une version anglaise, il y a déjà des extensions qui sont sorties pour celui-là en anglais. Donc chaque extension contient de nouveaux boss et puis de nouvelles cartes. Il y en a déjà plusieurs qui sont sorties. Et comme c'est un succès, et ben Matago va les franciser et donc elles vont sortir. Donc déjà rien qu'avec la boîte, là, il y a pas mal d'heures de jeu. Mais en plus, il y a des extensions qui vont pouvoir prolonger la durée de vie de ce jeu-là. Donc ça, c'est un côté positif. Là, il y a également une campagne qui est sortie. Alors, je vais pas trop en parler parce qu'elle n'est pas encore sortie en français. Mais il y a une campagne qui va être traduite. Et c'est même que la première partie de la campagne, parce que je crois qu'actuellement sur Kickstarter, il y a la deuxième partie de la campagne qui est en cours de financement, mais en anglais. Donc là, pour jouer en mode compétitif, il y a cette petite boîte, plus 5 petits boosters, je crois que c'est 5, hein, que j'ai acheté, qui existent, qui rajoutent encore plus de rejouabilité, de variabilité. Mais même avec le peu de nombre de cartes, moi je trouve que ça, là vous pouvez enchaîner des parties, on n'a pas l'impression de refaire la même partie, ça se renouvelle, c'est vraiment chouette. Et puis il y a des extensions qui vont sortir, qui vont vous permettre de jouer avec des modes différents. Donc ça c'est également très sympa aussi. Bon là malheureusement celui-là je vais l'offrir à quelqu'un, à un de mes potes qui adore les Chevaliers du Zodiac. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je m'étais dit que ce serait cool de faire quelques petites parties entre potes pour le côté Madeleine de Proust. Puis après, si jamais il me plaisait beaucoup, bah, tant mieux. S'il ne me plaisait pas, tant pis. Et dans un monde idéal, j'aurais voulu avoir ce matériel-là, ce thème-là, avec ce jeu-là, moi. Là, j'aurais pas eu besoin de je me serais économisé l'achat d'une boîte. Ça aurait été top. Mais celui-là, je vais l'offrir. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça fera un heureux. Mais voilà. Du coup, j'ai un peu de la peine à le recommander. Je pense qu'il a eu vraiment. Des trois, je pense que c'est celui qui a eu le plus de succès. Et je suis persuadé que ce qui a fait vendre ce jeu-là, ce qu'on voit là, c'est Seiya, c'est Shiryu, c'est Shun, c'est Yoga, c'est Iki. Et puis c'est le grand pop et tous les chevaliers d'or qu'on voit derrière. Et puis le matos qui est vraiment très chouette. Ça on peut pas enlever, là ils ont vraiment bien travaillé le matériel. Alors des extensions qui vont sortir normalement pour ce jeu-là. Je pense qu'ils vont exploiter les autres saisons de la série. Parce que là il est plus directement calqué sur le dessin animé que le manga. Donc il y a Hades, il y a Poséidon qui va sortir sûrement. Il y a Asgard. Est-ce qu'ils vont garder la même mécanique? Est-ce que ça va enrichir le jeu? Est-ce que ça va le rendre meilleur? C'est très possible que ce jeu-là, il subisse pas mal d'évolutions avec des extensions, puis qu'il soit vraiment amélioré. C'est pas impossible ça. Donc peut-être pas l'acheter tout de suite celui-là, peut-être attendre, si vous n'avez pas tout de suite craqué, peut-être attendre qu'il y ait des extensions qui sortent pour y juger. Moi je dirais que, pour conclure, si vous voulez un jeu en 1 contre 1, un jeu compétitif, vu que ces deux sont compétitifs, moi c'est celui-là que je vous conseille à tout prix. Si les deck building c'est pas trop votre truc et vous voulez commencer par du deck building, d'ailleurs c'est même celui-là que je vous conseille, peu importe que vous vouliez du coop ou du compétitif, achetez ça, ça s'explique très facilement, ça peut être joué avec des potes qui sont experts ou peu experts comme celui-là, ça convient à plein de types de publics, ça peut être joué également, vu que c'est très simple, avec vos gamins s'ils sont pas trop jeunes. C'est vraiment super, c'est vraiment un super jeu ça. Celui-là aussi, même si on peut le qualifier de gros jeu, c'est pas non plus un très gros jeu, et puis pour un gros jeu, entre guillemets un gros jeu, il convient également à plusieurs types de publics, puis c'est un jeu coop. Je dirais que si jamais vous hésitez parmi ces trois entre un jeu de deck building, pour moi c'est vraiment le nombre de joueurs et le type de configuration qui va déterminer l'achat. À 2 joueurs, prenez ça. Solo ou à 2, 3 ou 4, si jamais vous avez un nombre de joueurs qui peut varier, achetez plutôt celui-là. Vu que les deux sont très bons, même s'il y en a un qui est coopératif et l'autre compétitif. Voilà. Alors c'était une vidéo un petit peu différente, peut-être un peu plus bordélique que les autres,
Parce que moi, mes vidéos, je suis toujours dans l'improvisation pour que ce soit volontairement un peu spontané, mais forcément, il y a un petit peu de la... sûrement un peu au détriment de la qualité, mais c'est ma façon de faire. Voilà, je voulais présenter quelque chose d'un petit peu différent dans cette vidéo, faire un petit comparo, un petit comparatif, histoire de présenter les choses d'une façon un petit peu plus originale. J'espère que ça vous a quand même plu. Et puis ben moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.